Bienvenue dans Objectif Élysée. LCI vous aide à faire votre choix avant le premier tour de l'élection présidentielle. Notre invité aujourd'hui, François Asselineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Vous vous présentez tout à la fois comme le candidat du Frexit, c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union Européenne, comme un candidat également placé au milieu du spectre politique, ni à gauche, ni à droite, ni au centre. On va revenir sur tout cela en détail. Mais d'abord, une question toute simple. Pourquoi avoir fait le choix de vous présenter à l'élection présidentielle? On rappelle que vous, c'est la première fois que vous réussissez à réunir 500 parrainages. Pourquoi ? Parce que, en fait, s'il y avait un autre candidat qui proposait ce que je propose, je ne me serais pas présenté. S'il y avait un autre parti politique qui proposait et qui faisait ce que je dis depuis 10 ans, je n'aurais pas créé mon parti. La priorité pour moi, c'est de récupérer la souveraineté nationale et l'indépendance nationale. Ça veut dire que tous les Français de bonne volonté, de droite, du centre, de gauche, doivent mettre de côté leurs divergences pour se rassembler sur cet objectif prioritaire, parce que sinon nous n'avons plus de démocratie, et sinon, en fait, notre niveau de vie est en train de dégringoler, la place de la France dans le monde est en train de disparaître, et tout ce qui a été les enseignements de la Ve République est en train d'être perdu. Voilà. Alors ça nécessite pour cela de créer un mouvement politique nouveau, ce que j'ai fait. En 2007 En 2007, le jour du 50e anniversaire du traité de Rome qui crée la construction européenne, qui crée le marché commun. D'origine, j'ai été dans des cabinets ministériels dits de droite, de la droite parlementaire. J'étais dans des cabinets du gouvernement Balladur entre 93 et 95. Après ça, dans les gouvernements Juppé de 95 à 97. Mais j'ai rompu avec ce milieu. Vous n'êtes plus de droite aujourd'hui. Écoutez, moi je ne me cache pas de devenir de la droite parlementaire, c'est pas un problème pour moi. Mais ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, en ce moment, le clivage droite-gauche ne veut plus rien dire. Dans l'absolu, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche. Mais en ce moment, ça ne veut plus rien dire puisque toutes les politiques sont en fait déterminées par la Commission européenne pour les lois et règlements à, disons, 80%, qui est à Bruxelles, et qui est constituée de gens qui sont très majoritairement ni français et jamais élus, par la Banque centrale européenne qui est à Francfort, qui nous fixe la politique monétaire, budgétaire, et par l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles, mais qui est dirigé depuis Washington. C'est pour ça que lorsque les Français votent à droite, lorsqu'ils votent à gauche, au bout du compte, ils ont la même politique qu'ils détestent. Et d'ailleurs, je me permets de dire ici qu'il faut que les Français fassent attention à l'élection qui arrive. Il ne faut pas qu'ils se laissent intimider par les sondages officiels, intimidés par les prétendus grands candidats. Vous avez l'impression qu'il y a une tentative d'intimidation de l'électeur ? Intimidation, disons, de mise en condition. Les Américains, que j'aime bien, même si je les critique beaucoup, ils ont une expression là-dessus qui, en anglais, est la self-fulfilling prophecy, la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'à force de dire, eh bien voilà, ceux qui vont arriver en tête, ceux qui vont arriver en tête, ceux qui vont arriver en tête, ce sont ceux-là, il y a des gens qui se disent, finalement, je vais plutôt voter pour cela parce que sinon je vais perdre ma voix. Moi, je vois beaucoup de ça. Des gens qui me disent, écoutez, c'est formidable, mais j'hésite à voter pour vous parce que d'après les sondages, vous allez faire un score très petit. Moi, je dis, attention, ne faites pas ça, vous devez voter par conviction. Ça me fait penser, vous savez, Tocqueville. Vous connaissez Tocqueville? Vous aimez bien les références, oui, beaucoup de références. Oui, Tocqueville était allé aux États-Unis au milieu du 19e siècle. Il avait écrit un ouvrage resté célèbre de la démocratie en Amérique. Il avait dit, c'était un aristocrate, c'était une époque où commençait à apparaître le suffrage universel, mais c'était un suffrage censitaire. Il avait dit, en fait, je n'ai pas peur du suffrage universel parce que les gens voteront comme on le leur dira. Et moi, je dis aux gens qui m'écoutent ici, ne votez pas comme certains veulent vous le dire de le faire, votez en votre âme et conscience. Les sondages qui sont actuellement diffusés sont extrêmement sujets à caution. On a vu qu'ils se sont trompés au Royaume-Uni, sur le Brexit, qu'ils se sont trompés aux États-Unis pour Donald Trump, qu'ils se sont trompés pour la primaire des Républicains et la primaire du Parti Socialiste. Je suis convaincu qu'ils se trompent actuellement et que le premier tour va réserver des surprises. Vous me permettrez de signaler un seul détail. Il y a des bookmakers, vous savez, au Royaume-Uni. Et je suis 5e chez les bookmakers sur 11. Pronostic de victoire ? Oui, et pour l'instant, parmi les bookmakers, je suis devant Benoît Hamon. Il faut que les téléspectateurs pensent à ça. Alors on va regarder justement ce que vous proposez dans le détail. Vous êtes là pour en parler. Vous parlez de libération nationale, d'indépendance de la France, ce sont vos objectifs. Vous proposez qu'on sorte de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN.
Tout ça, on le fait comment? Vous convoquez un référendum pour donner la parole aux Français ou vous le décrétez, vous, François Asselineau, président? Non, je me fais élire sur ce programme. Si les gens ne sont pas d'accord, il ne faut pas qu'ils votent pour moi. Mais si c'est les quand gens... même des sujets très très lourds. Oui, mais si les gens sont d'accord, eh ben, je vais mettre en œuvre le programme pour lequel ils m'auront élu. Alors vous voyez quand même, Marine Le Pen, elle propose également la sortie de l'Union européenne. Mais elle a dit référendum. Non. Madame Le Pen, elle essaye de faire une espèce de petite magouille. Elle dit qu'elle va renégocier les traités. Et elle dit qu'en fonction de ce qu'elle obtiendra, éventuellement, elle sort ou elle ne sort pas. Ça, c'était la politique de David Cameron. C'est exactement la même chose que dit M. Mélenchon. Il a un plan A, un plan B, un plan C, un plan T. Enfin, on n'y comprend rien. La seule chose que l'on comprenne, que ce soit Mme Le Pen, M. Mélenchon, mais aussi M. Cheminade, M. Dupont-Aignan, c'est que toutes ces personnes sont très critiques sur l'Union européenne, ça c'est exact. D'ailleurs, parfois depuis peu de temps, puisque il y en a certains qui ont découvert c'est pour qui, critiques. Par exemple, M. Cheminade, il a été déjà 2 fois candidat à l'élection présidentielle, il n'avait jamais proposé de sortir de l'Union européenne. Et là, il propose d'en créer une nouvelle. Monsieur Dupont-Aignan a toujours dit qu'il voulait rester dans l'euro et dans l'Union européenne. Et même Mme Le Pen ou M. Mélenchon, prenez les professions de foi de 2012. Vous avez rappelé tout à l'heure que moi j'ai créé mon parti politique en 2007. Moi ça fait 10 ans que je dis toujours la même chose. Mais Mme Le Pen ou M. Mélenchon en 2012, ils ne parlaient même pas de l'euro ni de l'Union européenne. Dans leur profession de foi, on voyait à 40 millions d'électeurs. Ça veut donc dire qu'il y en a qui surfent sur les événements, mais aucune de ces personnalités ne dit la même chose que moi et ne parle jamais de l'article 50 du traité de l'Union européenne qui permet de sortir. Alors, pour sortir, de l'Union justement, européenne. vous voulez un Frexit. Là, voilà. On est en train de vivre le Brexit voilà. avec le Royaume-Uni. Mais on parle de 2 ans de négociation. Vous passerez par la même étape, 2 ans de négociation avant de sortir? Non, alors, soyons très précis. Il s'agit de 2 ans pendant lesquels on fixe un accord de retrait. Mais ces 2 ans, c'est pas un délai minimum, c'est un délai maximum. Mais alors pour vous, quand est-ce que la France sort de l'Union européenne si vous êtes élu? Dès 2017? Non, pas du tout, ça n'est pas possible. C'est comme un divorce, si vous voulez. Quand un couple finit, après 7 ans ou 10 ans de mariage, se résout à divorcer parce que parfois ça vaut mieux que de s'envoyer la vaisselle à la tête, eh bien il divorce, et si possible en bonne intelligence, il ne divorce pas dans la seconde. Il y a un juge des affaires répartir. Il y a des choses à répartir. Mais c'est la même chose. Moi, ce que je fais, c'est que dès que je suis élu, je fais ce que vient de faire Mme Theresa May. Elle a envoyé une lettre à Donald Tusk, le président du Conseil européen. Le président du Conseil européen, pour lui dire, voilà, nous mettons à partir de ce jour, nous mettons en œuvre l'article 50. C'est à partir de cette date de notification que commence à courir le délai de 2 ans maximum pour parvenir à un accord. Mais en ce moment, les Britanniques sont en train d'examiner avec leurs partenaires européens les modalités concrètes de sortie. Et c'est exactement parce qu'il y a des problèmes matériels à régler. Par exemple, les députés européens, britanniques et français, quand ça sera le cas de la France, quand est-ce qu'ils terminent leur mandat? Quand est-ce que les fonctionnaires français qui sont à la Commission européenne cesseront leurs activités? Qu'est-ce qu'ils deviendront? Qu'est-ce que font? Vous savez qu'il y a beaucoup de transferts financiers entre les États de l'Union européenne dans un sens et dans l'autre. À partir de quand on cesse ces transferts financiers? Voilà, il y a toute une série de problèmes matériels à régler, mais qui se règlent en bonne intelligence. Vous savez, on avait dit, regardez, si les Britanniques votent pour le Frexit, ça va être l'apocalypse financière, ça va être... Mais non! Non, la City se porte très très bien, l'économie britannique se porte très bien. Alors les négociations pour la sortie sont en cours en ce moment avec le Royaume-Uni, mais aucun État de l'Union européenne et aucun État au monde n'a rappelé son ambassadeur à Londres. Les relations diplomatiques sont toujours là. Le Royaume-Uni n'a pas sombré dans la 4e dimension. Et alors l'objectif, c'est quoi? Parlons très concrètement. La France sort de l'Union européenne. C'est quoi? C'est plus de croissance, moins de chômage? Comment est-ce que vous quantifiez ce que vous pourrez en retirer pour la France? Oui, bien sûr. Nous devons sortir de l'euro parce que l'euro non seulement n'est pas viable, mais l'euro est en train d'entraîner la France dans le désastre. Est-ce que le chômage va baisser? Oui, attendez, et de combien? J'y viens quand même. Et ça veut dire quelque chose de très important. D'une part, il y a un énorme déficit commercial des pays du Sud, donc de l'argent qui vient des pays du Sud. D'autre part, les grandes fortunes des pays du Sud ont compris que lorsque l'euro va exploser, il vaut mieux avoir placé son argent en Allemagne. Parce que si c'est dans une banque commerciale en Allemagne, ça deviendra des Deutschmark. Et tous les économistes, les banques, parce qu'il y a des banques qui ont travaillé sur le schéma de l'explosion de l'euro, le nouveau Deutsche Mark prendra sans doute 20% par rapport au dollar, alors que la lire italienne perdra peut-être 25%, la drachme grecque 40 ou 50%. Et surtout, tout le monde va y perdre des plumes. On a des risques de centaines de milliards d'euros de pertes collectives. Très concrètement, changer de monnaie, ça se fait en combien de temps? On ne va pas se réveiller un matin en ayant de nouveaux billets dans la poche. Alors, c'est beaucoup plus facile de sortir d'une monnaie plurinationale que d'y entrer, premièrement. Beaucoup plus facile? Oui, beaucoup plus facile. Parce que Pourquoi?
Parce que, très concrètement, par exemple, les billets, ça a déjà été fait, je l'ai expliqué ce matin d'ailleurs chez un de vos confrères, lorsque, par exemple, l'Empire austro-hongrois a éclaté après 1918. Bon, il y a eu donc d'un seul coup des monnaies nationales, il y avait une couronne austro-hongroise. Eh bien, on a donné des coups de tampon sur les billets en fonction des pays. Donc on garderait les euros actuels, mais tamponnés avec une mention franc. C'est un pis-aller. Ça sera pour sortir très très vite en l'espace d'un week-end d'avoir des nouveaux billets. Un week-end. Le temps, ou 5 jours, le temps de fabriquer des nouveaux billets. Les nouveaux billets pourraient être fabriqués en 3 mois, 4 mois. Je vous signale au passage que la France est l'un des principaux pays fabricants des billets dans le monde grâce à une entreprise privée qui s'appelle Ouverture ou grâce tout simplement à la Banque de France. Donc ça n'est pas un problème matériel. Le problème, c'est pas tellement les billets. On trouvera bien un moyen pour en quelques jours avoir les nouveaux billets, fussent-ils tamponnés à titre provisoire. Le problème, c'est plutôt un problème comment on règle les déficits ou les soldes vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne. Alors ça, c'est des sujets assez techniques. Sans doute faudra-t-il régler à peu près 10 à 20 milliards d'euros vis-à-vis de la BCE. Alors, il y a un point de symbole également, vous me corrigez si je me trompe, vous voulez donc retirer le drapeau européen. Vous le remplacez par autre chose, d'autres drapeaux? Il n'y aura plus que le drapeau français? Non. Ça, c'est c'est une des choses qui est très importante. C'est symbolique, hein, mais les symboles parfois sont très importants. Et ça parle beaucoup aux téléspectateurs. Voilà. La plupart des candidats à l'élection présidentielle parlent devant le drapeau bleu-blanc-rouge et le drapeau bleu aux étoiles d'or, qui est en fait le drapeau de l'Union européenne, mais qui est en fait, vous le savez, le drapeau, c'est la Vierge de l'Apocalypse de Jean au chapitre 15. On pourrait en parler longuement, il y a toute une histoire là-dessus. Oui, on va rester sur 1954. C'est en fait le symbole de la souveraineté céleste, qui s'oppose à la souveraineté nationale. Vous avez une candidate au moins, Madame Le Pen, qui elle ne parle que devant le drapeau bleu-blanc-rouge. Moi, à chaque fois que je fais mes meetings, je parle devant 3 drapeaux. Le drapeau bleu-blanc-rouge, mais aussi le drapeau de l'Organisation des Nations Unies. Pour le 3e drapeau devant lequel je parle, puisqu'il y a le drapeau bleu-blanc-rouge, le drapeau de l'ONU et le drapeau de l'Organisation internationale de la francophonie, parce que moi j'ai une bonne nouvelle à annoncer aux Français, c'est que contrairement à ce qu'ils pensent, la langue française est en très fort développement au niveau planétaire. Et est-ce qu'elle accueille des réfugiés? Par exemple, la France, dans le cadre de l'Union européenne, s'est engagée à relocaliser une partie des réfugiés venus par exemple de Syrie, d'Irak, du Moyen-Orient. Est-ce que ce sont des engagements que vous maintenez? Alors, moi je suis quelqu'un d'humain. Moi j'ai une éthique, je suis quelqu'un de responsable. Les problèmes d'immigration, j'ai horreur que l'on parle de ces problèmes d'immigration, qu'on jette ça en pâture à l'opinion, avec des yakas faucons, parce que c'est un sujet que je connais assez bien, sur lequel j'ai plusieurs fois travaillé au cours de ma carrière. Et c'est un sujet qu'il faut traiter avec beaucoup de prudence, parce qu'on a affaire des êtres humains. Quand il y a une urgence, on est obligé. D'ailleurs, ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des réfugiés de guerre pour l'essentiel. Simplement, je ne suis pas non plus un bisounours. Donc on voit bien que la société française, elle est déstabilisée par ce genre de choses et qu'il y a effectivement des problèmes qui se posent. Par les réfugiés. C'est une goutte d'eau supplémentaire. Il y a un problème général. Le Front National qui fait ses scores électoraux sur ces questions surfe là-dessus. Moi, je pense que les Français, fondamentalement, ne sont pas des gens racistes. C'est pas vrai. Simplement, ce qu'il faut, c'est effectivement qu'on ne donne pas, à un moment où il y a un très fort taux de chômage, qu'on ne donne pas l'impression en plus de voir. Donc vous fixez un quota, un plafond? Non, moi, la première chose que je fais, c'est déjà, je signale aux gens qui m'écoutent que ça ne sert à rien en ce moment de débattre de la question migratoire parce que tout a déjà été filé à Bruxelles. On va parler de vous, de votre positionnement politique, ni de gauche ni de droite, mais vous ne voulez pas non plus qu'on vous qualifie comme candidat du centre. Vous avez dit précédemment que vous étiez un peu au milieu, ça veut dire quoi? Au milieu du problème des Français. Le centre, pourquoi pas le centre? Parce que le centre, finalement, est un centre mou. On a vu les allées et venues de M. Bayrou, c'est n'importe quoi. Bon, d'ailleurs, M. Bayrou, j'ai l'impression qu'il a disparu de la circulation. Il soutient Emmanuel Macron. Voilà. Moi, parfois, on me compare à M. Macron, mais non, je suis l'antithèse de M. Macron. Pourquoi? Parce que M. Macron, lui, c'est le populisme. Alors, par excellence, en tout cas, la démagogie, c'est-à-dire que il va voir de chaque camp et il dit à chaque camp qu'il est d'accord. Est-ce que c'est pas simplement le rassemblement ou la synthèse? Non, parce que ça, c'est du mensonge. Lorsqu'il va voir les socialistes, il dit « j'ai toujours été socialiste », puis après il est reçu par Philippe de Villiers au Puy du Fou, et il dit devant les caméras « j'ai jamais été socialiste », ça veut dire que ce monsieur se paye la tête du monde. Vous l'avez ciblé au débat l'autre jour. Non, mais justement, parce qu'à un moment, il me dit « je suis d'accord avec lui », il est d'accord avec tout le monde. Effectivement, je n'avais pas préparé. Mais c'est sorti comme ça parce que je suis quelqu'un d'assez direct et honnête. Voilà. Moi, la différence avec Macron, il y en a beaucoup d'autres.
Vous savez, c'est un jeune inspecteur des finances. Moi, j'ai 20 ans d'expérience professionnelle supplémentaire par rapport à lui. Nous sommes du même corps. Donc il est en dessous de vous, c'est ce que vous voulez dire. Mais surtout, il n'a aucune expérience en matière internationale. Il s'est fait rouler comme un bleu pour la gestion de l'aéroport de Toulouse, par exemple. On pourrait en parler long de la gestion de M. Macron. Vous dites que vous n'êtes pas non plus souverainiste. Pourquoi ? Moi, la différence avec M. Macron, c'est que je dis toujours la même chose à tout le monde. Nous avons donc les gens sur ces sujets sociétaux qui sont des sujets importants pour la vie des gens, ou pour une vision théologique ou anthropologique, s'agissant du mariage pour tous, ou bien l'énergie nucléaire, tout ça, ce sont des sujets évidemment très importants, mais ce sont quand même des sujets un peu moins importants que le fait que la France redevienne un pays indépendant et souverain, c'est-à-dire que les Français puissent décider eux-mêmes, quand ils votent à droite, ils ont une politique de droite, et quand ils votent à gauche, ils ont une politique de gauche. S'agissant d'ailleurs de l'énergie nucléaire, puisque je l'ai évoqué moi-même, ça fait partie, avec l'immigration et la dette, des 3 grands sujets sur lesquels on mettra tout sur la table. Parce que c'est pas normal que les Français, on leur ait jamais demandé le modèle énergétique qu'ils voulaient avoir. Et puis il y aura là aussi un référendum avec des questions. Ce sera des référendums. Oui, et on leur demandera qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez la fin du nucléaire ? Très bien, mais il faut être adulte. Ce sera un référendum à choix multiples, il y aura plusieurs questions, et on votera oui, non, selon les questions. Pas 2500. Mais c'est ce qui se passe. Écoutez, c'est ce qui se passe en Californie. C'est ce qui se passe en Suisse avec les votations. Vous n'allez quand même pas me dire que les Français sont plus bêtes que les Suisses ou que les Californiens. Ils font ça, pourquoi nous on ne le ferait pas, nous ? Alors vous voulez laisser un référendum d'initiative populaire. Voilà. Comment ça fonctionnerait et à quel sujet ça s'appliquerait ? Alors, ça serait... D'abord, beaucoup de candidats maintenant le proposent. Oui. Moi, je propose qu'il y ait 500 000 personnes. Ça prouve qu'il faut déjà les rassembler, les 500 000 personnes, qui devront aller signer pour demander qu'une question soit posée. Et surtout, sujet, par exemple, si la question c'est voulez-vous le rétablissement de la peine de mort, ce sera possible. Petit détail que vous n'avez pas vu dans mon programme, il faudra que comment dirais-je, que la question soit validée par le Conseil constitutionnel pour valider sa constitutionnalité. Donc dans ce cas, c'est-à-dire qu'on n'y touchera pas, parce que la peine de mort, pour le coup, figure dans son interdiction dans la Constitution. Voilà, exactement. Donc ça sera une question qui sera à ce moment-là, qui ne sera écartée par le Conseil constitutionnel. Mais évidemment, on peut aussi envisager de modifier la Constitution. Mais ça n'est pas mon objectif. Moi, je n'envisage pas du tout de rétablir la peine de mort. À titre personnel, j'y suis hostile. Le vote blanc, il sera reconnu au point qu'il puisse annuler une élection. Oui, c'est un système qui existe en Suisse et en Uruguay, et qui est un système qui permet, lorsque dans une élection, quelle qu'elle soit, le vote blanc arrive en tête de tous les candidats, avant donc les candidats personnes physiques, eh bien à ce moment-là, le scrutin est annulé. Il est reporté, il y a un délai de 2 ou 3 mois. Il est réorganisé 2 ou 3 mois après. Mais les candidats qui faisaient partie du scrutin annulé, qui donc ont été dépassés par le vote blanc, ont interdiction de se représenter. Tous donc. Voilà, ce qui donne un phénomène révocatoire. Ça donne radical. Oui, et donc les partis politiques doivent présenter d'autres candidats. Dans vos idées, vous dites qu'il n'y a pas d'idée ancienne, mais il y a la nationalisation d'un certain nombre d'entreprises, EDF, Engie, La Poste, la SNCF, TF1 également. On rappelle que LCI appartient au groupe TF1. Ça veut dire que demain, par exemple, je vous recevrai en tant que fonctionnaire ? Alors d'abord, ne confondez pas un agent d'une entreprise publique. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Un agent d'une entreprise publique. Ce seront des entreprises publiques. Un agent d'une entreprise publique n'est pas un fonctionnaire. Je rappelle. Les agents d'EDF, par exemple, la SNCF, ne sont pas des fonctionnaires, premièrement. Deuxièmement, je veux revenir... Alors, je vais régler tout de suite votre affaire de LCI. Moi, j'envisage la renationalisation de TF1, pas de LCI. LCI fait très bien son boulot. Je crois que vous êtes maintenant même d'ailleurs deuxième. Vous avez gagné une part de marché. Je confirme. Donc, et puis, c'est une chaîne information. On n'y touche pas. Moi, je parle de TF1 en tant que la première chaîne de télévision, celle qui... Mais il y a déjà France 2, France 3... Oui, et alors il y avait déjà France 2 en 1986, quand a été privatisé TF1. Dans les grands pays... Ça doit apporter un meilleur service au public. C'est quoi l'objectif ? Pourquoi est-ce que vous voulez cette nationalisation ? Au-delà de TF1, même si on parle par exemple d'EDF ou de La Poste. Parce que, d'abord, il y a des gens qui me disent « ça va nous coûter combien ?» Je signale que ce sont ces entreprises qui sont encore très largement nationales, très largement nationalisées. Je veux inscrire dans la Constitution le principe des services publics non privatisables par nature. Je veux que La Poste, la SNCF, EDF, GDF, Orange, les sociétés d'autoroutes et les sociétés de concession d'eau restent dans le giron public. Pourquoi je veux ça ? Parce que c'est notre génie national. Les Français
veulent un État qui assure la justice et l'égalité sociale entre les Français. Nous ne sommes pas des anglo-saxons. Nous ne sommes pas comme les Américains. Je rappelle souvent, par exemple, je veux aussi inscrire le principe de la sécurité sociale. Je ne veux pas voir démembrer la sécurité sociale au profit d'assurances privées. Et j'insiste sur le fait que c'est actuellement les politiques qui sont menées, qui sont les politiques qui se cachent à moitié, on dit on va les mettre en concurrence, etc. Ce sont des politiques qui sont la politique du salami, vous savez, tranche par tranche. Progressivement, on est en train de mettre en concurrence, puis de transformer en société, puis de privatiser par petits morceaux, etc., les grandes sociétés de services publics à la française. Je rappelle que ça fait 757 ans en France qu'a été créé le premier établissement public hospitalier public. C'était sous Saint-Louis, c'était l'hôpital des 15-20. Depuis 757 ans, les Français, dans leur énorme majorité, veulent garder des services publics avec l'État qui assure la justice et l'égalité sociale. Moi, je ne veux pas de justice pour les riches et de justice pour les pauvres, de médecine pour les riches et de médecine pour les pauvres. On arrive à la fin de cette interview. François Asselineau, une question sur vous. Si vous êtes élu président de la République, est-ce que vous diminuerez, par exemple, le salaire du chef de l'État? Quel sera le mot d'ordre d'exemplarité? Très rapidement. Oui, enfin, je ne sais pas ce qu'il est, en fait. Le salaire du chef de l'État, je ne l'ai jamais été. Moi, mais comptez une chose sur moi, c'est que je suis quelqu'un de... Vous savez, je suis un arrière-petit-fils de paysan, je suis quelqu'un d'économe. Je suis pas dans le show-off, je suis pas là quelqu'un qui aime bien en jeter plein la vue. Mon parti politique, le parti politique que j'ai créé, a 0 € d'endettement pris auprès des banques. Nous sommes le seul grand parti politique dans ce cas-là. Quand je vois, par exemple, que les Républicains sont en faillite avec 67 millions d'euros d'emprunts bancaires ou que M. Mélenchon a emprunté 8 millions d'euros aux banques, ben moi, je gérerai ça en bon père de famille. François Asselineau, candidat de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions dans Objectif Élysée. Merci.